Alors depuis cet été, ça y est, on a une antenne diplomatique de l'Union européenne sur la question du numérique pour déployer cette tech diplomatie en plein cœur du centre névralgique, j'ai envie de dire, du numérique et de la tech, puisque ça se passe à San Francisco, donc dans la Silicon Valley. Alors, quels sont ces sujets émergents qui adressent cette diplomatie numérique? Quelle est notre approche à nous, l'Europe, par rapport aux États-Unis? Quels sont nos intérêts communs, mais aussi nos différences? On en parle avec Asma Mala, spécialiste des enjeux politiques et géopolitiques de la tech. Vous êtes membre du LAP, le laboratoire d'anthropologie politique de l'EHESS-CNRS, également enseignante à Columbia, Sciences Po et l'École Polytechnique. Vos travaux portent sur les sujets de gouvernance des réseaux sociaux, la réglementation de la tech et notamment des big tech qui posent question, les dispositifs de technosurveillance ainsi que la souveraineté technologique et numérique. Et en ça, vous rejoignez très bien Bernard Benamou qui est connecté avec nous à distance. Bonjour Bernard, vous êtes le secrétaire général de l'Institut de la souveraineté numérique. On vous connaît bien dans Smart Tech notamment. Vos ouvrages, je les rappelle, le rapport notamment Internet des objets et souveraineté numérique qui revient avec précision sur ces risques liés aux usages incontrôlés des données personnelles, y compris en matière de désinformation. Mais on peut citer aussi plus récemment, en tant que co-signataire initial, le manifeste pour une nouvelle ambition numérique. Et restez en plateau avec nous Paul Benoît, cofondateur de Carnot. On a appris plein de choses avec vous sur comment réutiliser la chaleur des data centers avec une technologie française, souveraine, pour chauffer des bâtiments, des sites industriels. On passe à la question diplomatique numérique. Vous pourrez intervenir si vous le souhaitez ou poser des questions à nos experts. Première question peut-être pour vous, Bernard Benamou. Comment vous avez accueilli l'annonce d'abord de cette antenne diplomatique pour la tech, pour développer notre diplomatie numérique à San Francisco, installée donc depuis cet été? Merci Delphine. Pour tout dire, les relations des États européens avec les acteurs de la Silicon Valley sont anciennes. Mais il est vrai effectivement que c'est la première fois qu'une antenne de l'UE en tant que telle était dédiée à la Silicon Valley. Enfin, on peut y voir deux choses. On peut y voir la reconnaissance du statut central que vous rappeliez de la Silicon Valley dans l'émergence, en particulier occidentale, des technologies. Et d'un autre côté, malheureusement, on peut aussi y voir le fait que l'Europe n'a pas des acteurs de même taille, de même importance, de même puissance par rapport à cela. Et que, au dire même de Joseph Borrell, donc le représentant pour les affaires étrangères de l'Union européenne, le but, c'était aussi justement d'essayer de veiller à limiter les risques en matière de désinformation, de manipulation, d'intrusion ou d'ingérence étrangère. Donc on voit bien que c'est une réponse de crise par rapport à ce qu'on a pu voir comme étant effectivement les dérives qu'on a pu observer sur Facebook, maintenant sur Twitter encore plus. On voit bien que c'est une réponse de crise et pas uniquement une réponse je dirais, de volonté de régulation, de vouloir effectivement adapter les réponses des entreprises américaines aux régulations européennes. C'est aussi véritablement effectivement une volonté de limiter les risques face à ce que l'on voit maintenant être des risques qui ne sont pas que économiques, qui ne sont pas que monopolistiques, qui sont surtout des risques politiques, des risques effectivement démocratiques, comme on a pu le voir. Donc je dirais, c'est une reconnaissance de fait d'une lacune industrielle et d'une lacune de politique industrielle pour l'Europe. Et ça, c'est vrai que ça devra nous préoccuper pour les temps à venir. Alors à ce moment-là, Bernard Benamou nous dit c'est le fait aussi d'un contexte. Quel est ce contexte? Quelles sont nos relations aujourd'hui avec les États-Unis sur ce sujet de la tech? Alors non, ce n'est pas un mécanisme de crise. En réalité, les tentatives et la réflexion sur la diplomatie, entre guillemets, européenne, parce qu'en réalité, le transfert de compétences en termes de défense et de diplomatie n'est pas fait entre les États-nations et l'Europe. Donc ce sont des activités, c'est une surcouche qui vient en complément d'autres choses. Et il se trouve que sur les questions technologiques et numériques, notre force de frappe aujourd'hui est européenne pour des histoires d'échelle et de scalabilité diverses et variées, y compris une scalabilité diplomatique. Et en réalité, ce sont des discussions, des réflexions. Notre force de frappe sur les sujets de régulation, mais Absolument. très concrètement aujourd'hui, notre force de frappe reste encore éparpillée économiquement, je veux dire, dans le numérique. Mais là, le sujet, c'est vraiment la diplomatie numérique, donc on est vraiment sur la question diplomatique. De régulation Absolument. pour vous. Et d'ailleurs, en 2017, la première initiative était danoise, petit pays, donc de 6 millions d'habitants, je crois, de mémoire, vous me corrigerez si je me trompe, et qui avait initié
ce type d'initiative avec Caspar Klein, je crois, qui donc avait été assigné comme étant l'ambassadeur aux GAFAM à l'époque. Pourquoi en 2017 ? Parce que le contexte de l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était les GAFAM, nouveaux États parallèles, ils vont disrupter les États, etc. Ce qui est absolument faux et qui était une erreur de lecture à l'époque. Mais n'empêche que politiquement, ça a été un symbole, ça. Et depuis, la question de la diplomatie numérique, c'est-à-dire destinée, ciblée, non pas à des États, et c'est ça la nouveauté, la disruption, mais à des entités qui ne sont pas des entités simplement économiques, qui sont aussi des entités politiques, qui sont des entités géopolitiques et qui sont surtout aujourd'hui et maintenant des entités militaires, parce que les big tech vont en guerre, parce que les big tech sont un acteur de la guerre de haute intensité. On l'a vu en Ukraine, on le voit sur l'ensemble des projets aujourd'hui du Pentagone dans la rivalité sino-américaine. Et donc de ce point de vue-là, on est, et c'est ça qui est très intéressant dans le sujet, on est à un point de jonction de l'histoire qui est fondamentalement passionnant, parce qu'au-delà des questions de est-ce que la France a son clouder, c'est beaucoup plus large en réalité que ça, et ça s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus grand que ça, qui est en fait l'avenir du bloc occidental dans ce qu'on appelle le cyberespace. Et on l'a bien vu, en réalité, celui-ci ne cesse de se fragmenter autour de autant de blocs idéologiques. La Russie qui se déconnecte, la Chine qui est derrière son firewall, l'Iran. Et donc, quel est notre modèle à nous, Occident ? Et donc, de ce point de vue-là, pousser une voie, dispersée encore, certes, mais qui est unique et qui est transatlantique, est fondamentale d'un point de vue, en réalité, de notre identité. Donc ça, c'est par rapport au contexte dans lequel on s'inscrit et quel est l'intérêt d'un point de vue politique, parce que c'est de la politique, ce n'est pas de l'industrie, ce n'est pas une vision techno-industrielle, la diplomatie numérique, ou pas tout de suite, ou pas dans le premier temps. L'intention, elle est politique d'abord et géopolitique. Et donc, c'est le signe qu'on souhaite le renforcer, ce bloc occidental on le souhaite, transatlantique. Absolument. Alors, Bernard Benamou, c'est intéressant parce que donc, je fais référence à nos discussions précédentes. Donc, ça veut dire que c'est une façon de se positionner, nous, Europe, comme l'allié encore plus fort, plus proche des États-Unis, versus cette guerre qui se mène entre les États-Unis et la Chine. Alors, il est clair qu'aujourd'hui, le risque de voir je dirais, les Chinois, et on le voit avec la récente ordonnance, l'executive order de Biden par rapport aux technologies critiques, d'intelligence artificielle, de microprocesseurs, pour bloquer effectivement le développement de la Chine, on voit bien que l'Europe aura à se positionner. Là où je ne suis pas d'accord, en toute amitié avec Asma, je pense effectivement que pour avoir été diplomate lors de négociations aux Nations Unies dans ces domaines, c'est que si nous ne réfléchissons qu'en termes diplomatiques ou en termes réglementaires, ce que nous faisons beaucoup en Europe, mais que nous n'avons pas une puissance industrielle, si nous n'alignons pas des divisions industrielles dans ces domaines, notre volonté, y compris de défendre nos principes et nos valeurs, sera toujours contournée. Donc je crois qu'il est important de se dire, pour reprendre tristement la phrase d'un certain Joseph Staline par rapport au pape, le pape combien de divisions, à l'heure actuelle, l'Europe combien de divisions industrielles? Nous n'avons pas de lettres à rajouter aux acronymes GAFAM, puisqu'on parlait tout à l'heure du Danemark qui avait créé une ambassade auprès des GAFAM, ce qui est quelque part je dirais une reconnaissance d'asymétrie de pouvoir qui est très inquiétante. Le but, c'est de se dire, nous devons créer des conditions d'émergence d'acteurs européens qui répondent à nos principes et nos valeurs, de manière justement à ne pas être dépendants d'éventuelles négociations avec des acteurs américains qui n'ont pas les mêmes principes ou pas les mêmes valeurs, en particulier sur la défense de la liberté d'expression, sur la protection des données personnelles, et évidemment pas du tout les mêmes valeurs que nos interlocuteurs chinois, avec lesquels les tensions obligeront l'Europe de toute manière à se positionner dans les temps à venir, y compris justement sur le plan démocratique et politique. Donc je pense qu'on ne peut pas découpler la réflexion de politique industrielle qui est, pour le dire, le maillon faible de l'action européenne dans ces domaines, avec une vision, je dirais, de la régulation de la concurrence qui est une vision très 20e siècle, où il faut maintenant intégrer la nécessité absolue de créer des acteurs de taille mondiale en Europe pour ne pas être dépendant sur l'IA, sur les prochaines générations effectivement de technologies,
pour ne pas être dépendant de sociétés ou de structures extra-européennes. Peut-être que là, Bernard, ce qu'on entend aussi, c'est encore cet éclatement qu'il existe peut-être entre la vision européenne de l'objectif de souveraineté numérique qu'elle s'est fixé et la vision plus largement européenne qui est davantage atlantiste. Non, mais vraiment, l'un n'exclut pas l'autre. Et quand on parle de diplomatie numérique, c'est un sujet en soi qui ramène évidemment les questions d'industrie, mais qui ne doivent encore pas les invisibiliser encore. C'est-à-dire que ce n'est pas encore une tribune sur la souveraineté technologique. La diplomatie numérique est nécessaire, elle n'est pas exclusive. C'est très important d'avoir ça en tête. Elle n'est pas exclusive. Et par ailleurs, en termes de vision techno-industrielle, il n'est pas nécessaire d'avoir des géants. De toute façon, ce coche-là, on l'a raté. La question est, par exemple, Carnot en est un exemple. Quelles sont les stratégies de niche? Quelles sont les visions de filières où on a des actifs stratégiques, où on peut devenir goulot d'étranglement sur des chaînes de valeur globales? Là, ça aurait été une réflexion très intéressante et qu'en réalité, on commence à mener, en fait. Plutôt que de parler d'avoir les Airbus, les DARPA et les je ne sais quoi européens qu'on n'aura jamais de toute façon. Donc en fait, il faut vraiment changer de paradigme. Peut-être que chez Carnot, on espère aussi pouvoir se rassembler autour d'une filière puissante, d'un cloud différent par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Mais ce n'est pas le sujet. Et surtout, avoir une stratégie de niche ne suffit pas à ne pas avoir de puissance. C'est précisément le contraire que je dis. Cette diplomatie, pour revenir à la question diplomatique, parce que des débats sur la souveraineté, on en fait plein. Vous en avez beaucoup. Alors, on va rester sur le sujet de la diplomatie. Quel est l'objectif diplomatique là qui est suivi? Est-ce que l'installation de cette antenne change par rapport à ce qui a été fait avant? C'est une installation. Donc, ce qui était fait avant de fait n'existait pas puisque le bureau a été ouvert en septembre 2022 à San Francisco. D'ailleurs, c'est très intéressant de noter qu'il a été ouvert temporairement au consulat d'Irlande. Irlande, qui est donc un peu le hub de la régulation et de la réglementation, ou en tout cas de l'application de la réglementation européenne. Alors, dans cette vaste question, pareil, la question de la réglementation des SADEMA ne doit pas venir court-circuiter. Ça vient en plus. Et ce qui est très intéressant, en revanche, on n'en a pas encore. Est-ce que c'est une façon de faire passer la pilule de la régulation, justement? Non, pas du tout. Il n'y a pas besoin de faire passer aucune pilule. La régulation en Europe est européenne. Donc, de toute façon, on fera appliquer nos lois dans nos territoires. Il n'y a pas de débat là-dessus. En revanche, ça, c'est la théorie. Donc, il n'y a pas de problème à ça. Le problème qui va se poser, et là on n'en a pas encore parlé, c'est par exemple, prenez le cas de Twitter et d'Elon Musk. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, pour le coup, il y a un avant et un après. Pourquoi? Parce qu'avant, jusque-là, on avait vu les tentatives de Thierry Breton aller comme ça, donner la leçon, etc. Bon, c'était marrant, sans plus. Là, ce qui va se passer, c'est qu'au niveau de Bruxelles, il n'y a pratiquement plus aucun représentant de Twitter, par exemple. Donc, il va y avoir des coupes massives dans les effectifs de l'ensemble des big tech pour d'autres raisons, qui sont la normalisation de leur modèle économique. Donc à partir de ce moment-là, si vous n'avez plus d'interlocuteurs chez vous pour faire appliquer vos lois chez vous, en effet, c'est très intéressant d'avoir un POC, un point de contact, là-bas sur place. Mais il n'y a pas que la question de la réglementation. Il y a aussi la question d'avoir un pied dans l'écosystème d'innovation, de voir où sont les projets de partenariat possibles, de garder le contact. Et je ne sais pas si vous l'avez vu, mais moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant côté États-Unis, qu'il ne faut surtout pas diaboliser parce que de toute façon, de fait, on en est dépendant technologiquement aujourd'hui et que la voie la plus raisonnable, c'est de maintenir tous les canaux de contact. C'est très intéressant parce que Joe Biden lui-même vient de sortir une tribune dans le Wall Street Journal qui explique qu'il va falloir, sur les parties d'antitrust, de privacy, de captation des données personnelles, du traitement des données personnelles, etc., muscler absolument, donc non pas la réglementation, et donc il appelle à une coalition bipartisane, parce que vous savez qu'aux États-Unis, depuis les midterms, tout ça est un peu éclaté, et que les républicains... On le voit très concrètement, ça, tous les procès antitrust aujourd'hui, voilà, les républicains sont sur pression, y compris chez elles. Je termine parce que c'est important. Et donc Biden appelle typiquement à la réforme de la section 230, par exemple, sur les réseaux sociaux. Bref, ce que je suis en train d'essayer de dire, c'est que les États-Unis sont en train d'évoluer dans leur doctrine de façon beaucoup plus rapide que ce qu'on croit, qu'il est très important de leur parler parce que ce que raconte Biden est très proche du DSA et du DMA, de ce point de vue-là, qu'on est dépendant de ces infras-là, de cette infratech-là, et que donc apporter une couche, ou en tout cas une espèce d'uniformité de la vision européenne est très intéressant. En revanche, la vraie lacune
on n'en parle jamais. Mais la vraie lacune de ça, c'est pas tant d'avoir un POC, etc. Et moi, j'ai l'habitude de dire que Twitter va être le stress test de Thierry Breton. Ça va être on va voir. Ça passe ou ça casse avec Twitter, en fait, et ça va être un cas d'école et un cas d'usage qui va être passionnant. Mais les endroits qu'on ne voit pas, y compris d'ailleurs les acteurs technologiques français ne voient pas, c'est les pays, c'est le Sud, l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Amérique latine, d'accord ? Vous avez encore 2,5 milliards de gens qui ne sont pas aujourd'hui connectés, qui sont donc des marchés pour demain. Et même d'un point de vue de la diplomatie numérique, on ne regarde pas vers eux. Donc on est en follower des États-Unis, de fait, et ça c'est vrai, mais en proactif, c'est-à-dire dans la bataille des normes, parce qu'il s'agit de ça. La bataille technologique est une bataille de normes. Il faudrait aussi regarder vers le Sud pour essayer d'installer ou de faire émerger notre vision à nous de l'Internet. Alors, on va laisser Bernard Benamou réagir également. Donc, vous l'avez bien fréquenté, cette diplomatie numérique française, il y a quelques années. Est-ce qu'il vous semble aujourd'hui que ce virage est pris, un virage où, finalement, diplomatie américaine et française et européenne peuvent s'entendre et mener de front les défis de demain ? Je crois que c'est toujours, comme toujours, je dirais, dans le cas des négociations internationales, c'est toujours un rapport de force. C'est-à-dire que ce que je vous racontais sur nos interlocuteurs du département d'État qui, à l'époque, nous disaient, en gros, vous n'avez pas d'industrie et vous ne faites qu'essayer de nous ralentir au travers de régulations. Et je précise que c'est un propos qui a été tenu jusqu'à Obama et même Trump, d'une certaine manière. On voit bien aujourd'hui que lorsque les Américains mettent en place des régulations au niveau international, ils oublient l'Europe. Ce qui s'est passé avec la Chine, où Emmanuel Macron a été obligé de se rendre effectivement à Washington pour essayer de revenir sur les dispositifs récents mis en place qui, d'une certaine manière, enfin pas d'une certaine manière, qui handicapaient l'Europe, on voit bien effectivement que nous avons besoin, et c'est là où je reviendrai sur le propos qui consiste à dire il n'y a pas d'Airbus européen, il n'y a pas de DARPA européen, il n'y en aura jamais. Là, je suis désolé, non. Il nous faut une vision stratégique, à la fois en termes de régulation, ce que nous commençons à voir avec les 4 textes, DGA, DSA, DMA, AIA sur l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est une chose. Mais il nous faut effectivement aussi des dispositifs d'accélération pour les acteurs européens, en particulier pour les petites et moyennes entreprises, donc l'équivalent du Small Business Act, que les Américains utilisent magnifiquement en termes de développement et de levier. Et donc, par définition, pour revenir sur la notion moi, je suis favorable, évidemment, à des négociations transatlantiques. J'ai été acteur de négociations transatlantiques, donc j'y suis favorable. Mais par définition, il ne faut pas croire que nous aurons effectivement gain de cause sur le plan de la régulation pure. Là où je suis d'accord sur ce qui a été dit, c'est sur la nécessité d'une position, je dirais, plus stratégique par rapport au Sud global, comme on l'appelle maintenant. Et donc, c'est vrai, effectivement, que là-dessus, il y a énormément de choses à dire et à faire. D'une certaine manière, je dirais, notre vision de la régulation est devenue une sorte de norme internationale, de norme non dite. Sur le RGPD, donc sur les données personnelles, nous avons déjà influencé plus de 85 pays et territoires dans le monde. Donc, est-ce que nous devons aller plus loin dans ces domaines avec la mise en place des nouveaux textes, donc DSA, DMA en particulier, et au-delà? Certainement. Et je précise que nous n'en sommes qu'au début de leur mise en œuvre, et donc on va voir comment ils sont appliqués. C'est dans l'application que tout se jouera. Donc je crois que, je dirais, notre relation avec les États-Unis doit être particulière parce que historiquement liée au camp occidental, et que la tension avec la Chine crée effectivement une perspective différente. Et je pense que nous devrons négocier. Vous voyez, la chose qui m'a chagriné dans les négociations européennes récente suite à la crise, à la guerre en Ukraine, c'était la négociation d'un nouveau paquet, d'un successeur au Privacy Shield, donc sur les données, sur l'exportation des données des entreprises européennes vers les États-Unis, je dirais, en contrepartie de l'obtention de gaz naturel liquéfié. Je dirais que ça, ce n'est pas ainsi que nous pourrons faire valoir durablement, je dirais, notre spécificité, en particulier justement sur la protection des données, qui doit être notre ligne, notre boussole pour les temps à venir, pour développer des nouveaux services qui, contrairement à Twitter que l'on citait, contrairement à Facebook et bien d'autres, ne seront pas prédateurs par rapport aux individus, mais bien utiles pour la transition énergétique, pour le développement d'une société démocratique, etc., etc. Donc c'est vrai que c'est un challenge pour les temps à venir que de réussir effectivement à s'installer entre ces deux blocs. Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je voudrais, parce qu'on parle de quelque chose qui vient de s'installer, qui est naissant,
dont on attend encore les retours terrain finalement. Quels sont nos outils aujourd'hui diplomatiques en Europe? Alors, qu'est-ce qu'on a pour négocier? Je réinsiste, la diplomatie numérique européenne n'est pas récente, ça date de 2015. Dans les champs cyber dont on n'a pas parlé, on a des doctrines et des toolbox, la cyber diplomatie toolbox depuis 2017. Ce n'est pas parce qu'on ouvre un bureau là, qui est l'aboutissement en fait de quelque chose, que ce n'est pas un process. Qu'est-ce qu'on a alors dans la Manche là pour négocier? Quels sont nos outils diplomatiques? Alors, c'est très intéressant cette question qui revient en fait au propos de Bernard Benamou qu'il vient de tenir. En fait, vous avez une vision de doctrine entre les États-Unis et l'Europe qui est radicalement différente sur ce qu'on appelle dans la théorie politique la power politics. C'est-à-dire que les Américains ont une vision très militarisée des rapports économiques, par la coercition économique, par l'extraterritorialité de droit, par tout un tas d'outils qui existent et que les États-Unis appliquent de façon régulière, permanente, non pas parce que c'est des méchants affreux, parce que c'est dans leur vision, disons, du leadership et de l'hégémonie mondiale qu'ils assument. Oui. Ils assument d'être l'hyperpuissance aujourd'hui, challengée par la Chine, j'y reviens. Et donc, de ce point de vue-là, toutes les actions, toutes les opérations sont bonnes. L'Europe, d'un point de vue doctrinaire, a toujours plutôt été dans ce qui vient d'être rappelé, les valeurs, la démocratie, bon, tout ça, qui en fait a de moins en moins de résonance dans le monde, parce que aujourd'hui le monde est en train de se militariser, parce que pour tout un tas d'autres raisons de terrain, c'est-à-dire où on s'était un tout petit peu mis en porte-à-faux sur un certain nombre de sujets, notamment vis-à-vis des pays qu'on a envie de ramener vers nous. Donc, en termes de ce qu'on appelle la power politics, l'Europe, en effet, était plutôt sur de la discussion. Donc, on va faire des gouvernances, des discussions. Dans le cyber, on le voit très bien. On n'en parle pas. Et moi, je ne suis pas très fan du France bashing en permanence. Dans la question cyber, on est très, très bon. Et la France, en tant que France, porte une voix très forte, avec le ComCyber, avec l'ANSSI, avec le Quai d'Orsay, etc., au niveau des institutions internationales. Donc, en fait, la diplomatie, mais je suis obligée de le dire, la diplomatie, c'est de la discussion, et le rapport de force est en effet dans ce que vous pouvez mettre dans la balance. La question industrielle est fondamentale, et ce n'est pas parce qu'il faut des stratégies de niche que ça veut dire qu'il n'y a pas d'industrie. Ça veut dire qu'il faut juste l'envisager autrement. Et donc, qu'est-ce qu'on met dans la balance? Aujourd'hui, ce que peut mettre l'Europe dans la balance est énorme, parce que les États-Unis vont avoir besoin d'alliés. Ils ne vont pas pouvoir que militariser. Dans cette bataille-là, ils ont besoin de l'Europe. On doit terminer là-dessus, désolé. Merci beaucoup Asma Mala, Bernard Benamou d'avoir participé à nous éclairer sur cette diplomatie numérique. Merci aussi à Paul Benoît d'avoir assisté à ce débat. C'est à suivre dans Smart Tech, on va parler du monde de la donnée et de son poids matériel dans la société.